Bien, bonsoir à tous. Donc on va pouvoir commencer, je crois que presque tout le monde est là. Alors évidemment, je n'ai pas fait la conférence, vous en doutez bien, sinon vous seriez déçus, vous repartiriez illico presto. Je voudrais remercier Aurélien pour l'initiative de ces moments et de ces soirées qui sont toujours enrichissantes. Mais mon propos venait surtout pour remercier nos deux conférenciers, Monsieur Mauduit et Professeur Gillon, qui ont accompagné la ville depuis de très longues années en réalité, mais qui ont surtout pu nous accompagner dans ce travail de restauration qui n'est pas fini encore complètement d'ailleurs, mais qui a aujourd'hui une belle facture de notre église. Et donc mon propos était de vous remercier publiquement devant tous ceux qui sont passionnés et qui veillent à avoir ce morceau d'histoire à la fois restauré mais aussi partagé au plus grand nombre. C'est avec beaucoup d'émotion, je ne sais pas si vous avez pu le voir, que moi j'ai pu découvrir cette charpente merveilleuse qui donne la chair de poule en fait quand on la voit. Et je crois que ça restera un des grands moments de ma vie, de remettre le coq sur cette église. Ça peut être anecdotique, mais pour moi c'était un moment très précieux. Et je voulais donc remercier Professeur Gillon et Jean-Paul Mauduit pour tout ce travail et cet accompagnement. Et je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir parce qu'ils le méritent pleinement. Merci. Vous n'ajoutez rien. Je n'ai rien à ajouter. Bon, bah alors c'est moi qui vais commencer. Bon, vous m'entendez bien? Oui. Bon. Alors, sauf que voilà, je suis comme il faut. Alors voici d'abord un petit peu d'histoire sur cet édifice qui fêtera son 900e anniversaire dans une douzaine d'années, pensez-y, et n'a jamais cessé de servir, sauf 1 an et demi pendant la Révolution et pendant quelques phases de travaux. Au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, Saint-Maur a 2 paroisses. L'une, la paroisse de La Varenne avec l'église Saint-Hilaire, au quartier actuel des Mûriers, mentionnée peu avant l'an 1000, qui couvre presque tout le territoire de la boucle. L'autre, apparue d'abord sous la forme d'une simple chapelle au XIIe siècle, érigée en paroisse au siècle suivant, ne couvre que le bourg, puis plus le hameau de Port-Créteil, et s'étendra au futur territoire de Joinville à la fin du XVIIe siècle. Un peu partout, l'archéologie montre que les sanctuaires chrétiens apparaissent bien avant leur première mention dans les textes. Il se trouve qu'en 1981, 6 sépultures alignées, tête orientée vers l'église, ont été fouillées rue du Four, au niveau de l'église. La datation des ossements au radiocarbone a été une surprise, car elle permet de les attribuer au 7e, 8e siècle, laissant supposer la présence d'un petit sanctuaire au Haut Moyen-Âge, peut-être situé entre l'église et les sépultures. Pour ce qui est des premières mentions de l'édifice, nous disposons de 2 textes, l'un administratif, l'autre narratif. Le premier est la bulle du pape Innocent II, en 1136, qui énumère et confirme les biens de l'abbaye. Donc on a la mention de l'église Saint-Hilaire de La Varenne avec la chapelle Saint-Nicolas au village des Fossés. Le second texte est un texte narratif, donc le miracle de la pluie, très connu, qui date de 1137, et où l'auteur nous raconte qu'à la suite d'une très grande sécheresse, les moines avaient processionné jusqu'à Charenton, et à leur retour, en arrivant à l'église Saint-Nicolas, ils avaient décidé de dire une messe pour obtenir la pluie. Et avant de la fin de la messe, il est tombé un orage torrentiel, donc c'était un très grand miracle. Et l'auteur parle de basilique Saint-Nicolas pour donner bien sûr de l'importance à cette modeste chapelle. Cette chapelle avait été bâtie par les abbés pour les habitants. Elle est dédiée à Saint-Nicolas, patron des mariniers de la Marne, qui débarquait
au port de l'abbaye le jour de sa fête, le 6 décembre, et remettait aux moines une redevance en poissons à titre de droit de navigation dans la boucle. De cette époque date le clocher, dont les chapiteaux aux feuilles plates très détachés de la corbeille, visibles au second étage, sont caractéristiques du milieu du XIIe siècle. L'ancienne cave du presbytère, située sous la maison accolée au porche de l'église, date peut-être de cette époque. La chapelle est érigée en paroisse, en église paroissiale dans les années 1230, qui est la date de la reconstruction du chœur par l'abbé de Saint-Maur. L'édifice a donc été agrandi pour accueillir tous les habitants. Je vous laisse lire les usages décrits en latin dans les archives de l'abbaye. On note la grande baie du chevet, rare dans les petites églises rurales. Certains éléments des colonnettes qui la divisent mesurent plus de 2 mètres de long, ce qui témoigne d'un savoir-faire remarquable des tailleurs de pierre. La charpente de la nef, conservée intégralement, date également du XIIIe siècle. On y observe les marques de montage des charpentiers du XIIIe siècle sur les entrées et les chevrons. Les numéros sont issus des chiffres romains avec uniquement le bâton, le V qui signifie 5 et le X qui signifie 10, et un mode de gravure différent pour distinguer le côté gauche du côté droit, ainsi que quelques signes spéciaux pour distinguer certains assemblages. La charpente était préassemblée au sol, puis montée pièce par pièce. Ce travail préalable était indispensable, les bois n'étant pas usinés, il gardait les déformations des troncs des arbres et toutes les fermes de la charpente étaient donc différentes. Il ne fallait pas se tromper car rien n'était interchangeable. Une analyse dendrochronologique a été menée durant les travaux. C'est actuellement la méthode de datation la plus précise que l'on connaisse puisqu'elle permet de dater les bois à l'année près. Les arbres croissent d'un cerne par an. Ils étaient abattus au début de l'hiver à la descente de sève et mis en œuvre peu après pour éviter les phénomènes de fendillement du bois au séchage. Dans un cas, la pièce de bois avait conservé son dernier cerne appelé cambium qui précède l'écorce, ce qui permet une datation précise. Ce sont donc des chênes âgés de 40 à 70 ans qui ont été abattus et mis en œuvre dans l'hiver 1211-1212 ou peu après, donc sous Philippe Auguste, 2 ans avant la bataille de Bouvines. L'un d'eux avait même 130 ans environ, il était né sous le roi Philippe Ier. Ces arbres provenaient vraisemblablement de la grande forêt d'Ozoir-la-Ferrière qui était réservée au bois de charpente de l'abbaye. Ceux-ci étaient acheminés jusqu'à Saint-Maur par la Marne. Le report des largeurs des cernes sur un graphique fait ressortir les années de faible croissance, la grande sécheresse des années 1130 et celle de forte croissance en raison d'une grande pluviosité, année 1140-1170. La charpente de Saint-Maur est très proche de celle de la très belle église de Thiais, qui est exactement contemporaine. En revanche, la courbe de croissance des arbres est très différente de la charpente de Notre-Dame de Paris, dont les arbres proviennent manifestement d'une forêt beaucoup moins sensible aux aléas climatiques. Les chapiteaux du chevet sont caractéristiques de la flore gothique, très stylisée, où l'on peut reconnaître que les sculpteurs se sont inspirés vaguement de l'acanthe, du trèfle, de la vigne, du figuier et de la chélidoine. On devine une évolution vers la liberté du gothique rayonnant, avec ses feuilles qui tendent à déborder sur la bordure haute des corbeilles des chapiteaux. Des sondages archéologiques nécessités par les bouches de chauffage ont été dirigés par Vanessa Bayard et le service archéologique du Val-de-Marne. Ils ont permis d'étudier 12 sépultures à l'intérieur de l'église, dont 5 médiévales, la plus ancienne datant du début XIIe siècle ou même avant. Parmi elles, une femme portant une bague en or ou à chaton, fin XIVe-XVe siècle, accompagnée de 5 vases funéraires. C'était donc une dame assez fortunée, mais pas assez noble cependant pour être inhumée dans la grande église de l'abbaye. Parmi les 7 sépultures plus récentes se trouvaient vraisemblablement 2 prêtres enterrés tête à l'est suivant l'usage, alors que les laïcs sont inhumés tête à l'ouest. À l'extérieur de l'église,
dont on a pu observer les reprises de fondation faites de blocs de remploi qui pourraient provenir de l'abbaye, les archéologues ont dégagé, dans des conditions difficiles car l'espace était très étroit, une tombe médiévale construite en plâtre, mais vide, et les restes de 14 sépultures, dont la plus ancienne appartiendrait au XIe-XIIe siècle, ainsi que des pots à encens. Également, la vaisselle du presbytère des XVIe, XVIIe siècles, retrouvée dans une cave transformée en fosse. Elle était associée à de nombreux ossements animaux, révélant une consommation principale de moutons et de poulets, mais aussi bœuf et veau, dinde, lapin, porc, œufs et poissons, dont la carpe. Voici en haut une gerbe d'ogive trouvée en remploi dans les reprises de fondation de l'église. À gauche, un petit carreau émaillé qui a une histoire toute particulière. Il s'agit de carreaux commandés par dizaines de milliers par Louis XIV pour les bassins du château de Marly. Les bassins ont gelé dès le premier hiver et les carreaux ont été revendus à divers châteaux, dont le château de Saint-Maur, où ils ont orné les bains du prince de Condé. Et ils ont été encore réutilisés après la démolition du château. On en a retrouvé en divers endroits du vieux Saint-Maur. À droite, inscription funéraire de Jean-François Lemasson, retourné et remployé dans le dallage du porche de l'église. Lemasson n'était pas un paroissien, ce qui peut expliquer qu'on ait remployé assez rapidement cette plaque. En bas à gauche, nous avons retrouvé au pied de la charpente médiévale, derrière les plâtres du XVIIIe siècle, cette ancienne espadrille de charpentier à lacet. La fin du Moyen-Âge est marquée par une alternance d'épidémies, de peste, de guerre, la guerre de Cent Ans, et d'une période froide, le début du petit âge glaciaire. Malgré cela, le pèlerinage aux reliques de Saint-Maur continue, comme en témoignent de nombreuses enseignes de pèlerinage. L'église Saint-Nicolas voit passer à son chevet les foules, les pèlerins qui se pressent vers l'abbaye et que les habitants tentent de retenir dans leurs auberges afin de leur vendre enseignes et cierges de pèlerinage, ainsi que le boire et le manger. Le bourg de Saint-Maur à la fin du Moyen-Âge, c'est environ 75 maisons, manoirs et granges groupées autour de l'église et de son cimetière, le long de la rue du Four, la rue Beaubourg, aujourd'hui rue de Paris, la rue aux Vaches, la rue de l'Abreuvoir, la rue du Pressoir, la ruelle Malaquis et quelques autres. Il y a un four banal, un pressoir banal, une grange Odime, retrouvée lors de récentes fouilles avenue Mailleux, et une grande halle située juste devant l'église, là où est aujourd'hui la place d'Armes. Sous cette halle, on vend principalement des bestiaux et du foin. De cette halle provient sans doute cette ancienne mesure étalon, transformée en bénitier, placée à la tribune de l'orgue. Au centre, l'épitaphe du curé Jehan Chandellon, illustrée d'une piéta. Elle est classée monument historique depuis 1907. La carrière du père Chandellon couvre à elle seule le passage des derniers moines de l'abbaye à la collégiale de Chanoine et toute la Renaissance, dominée par la construction du château de Saint-Maur. Né à la fin du XVe siècle, moine en 1513, trésorier en 1526, il a fait partie des premiers chanoines en 1536, contemporain de Rabelais. Il a été certainement de ceux qui ont fait échec à sa nomination comme chanoine, car Rabelais n'avait pas obtenu toutes ses dispenses. Il était ensuite curé de Saint-Nicolas en 1549, à l'époque où le cardinal du Bellay était seigneur de Saint-Maur. Il possédait une maison rue aux Vaches, l'actuelle avenue Mailleux. Il était cultivé et aimé de la population. Il allait faire son marché avec sa servante, ce qui faisait grincer des dents à ses collègues chanoines. Il est mort en 1578, vers l'âge de 90 ans. Le XVIIIe siècle voit la réfection du plafond de la nef, avec des lattes de cœur de chêne recouvertes de plâtre fin en 1778. Ce plafond avait remplacé un lambris antérieur. Il s'est trouvé assez vite en mauvais état, sans doute en raison de la poussée de la charpente médiévale qui s'écartait. Les cartes postales anciennes nous le montrent avec des pièces de bois pittoresques qui constituaient en fait un étaiement de ce plafond. Lors de sa démolition, nous avons retrouvé les fragments d'une statue du XVe ou XVIe siècle, assez proche de la statue figurée à droite, peut-être un Saint-Nicolas, provenant très probablement du rétable en bois qui ornait, depuis le XVIe ou le XVIIe siècle, le fond du chœur.
À la Révolution, le curé prête le serment constitutionnel et l'église devient, comme partout, un bien communal. Elle est fermée en décembre 1793 et rouvre début juin 1795. Le culte continue en secret dans la chapelle privée de l'hôtel de l'Argentière, où il attire beaucoup de monde. Les habitants de Saint-Maur sont des tièdes, mais très surveillés par un dénonciateur. Tandis que le mobilier liturgique est vendu, les vieilles cloches sont fondues pour faire des canons, sauf une, la Bathilde, la plus grosse, 900 kilos, dont les parrains et marraines avaient été les jeunes princes et princesses de Condé en 1775. Les églises n'avaient en effet le droit de garder qu'une seule cloche. Le maire de Saint-Maur, le serrurier Jean-Nicolas Accard, y dépose la statue de Notre-Dame des Miracles, qu'il a sauvée et cachée quelque temps dans sa maison du 36 rue du Four, après la vente de la chapelle de l'abbaye, où elle se trouvait depuis le XIVe siècle. Vous en avez ici la plus ancienne représentation connue au milieu du XIXe siècle, sans ses habits. La confrérie de Notre-Dame des Miracles, fondée à l'abbaye au XVIIe siècle, est reconstituée en 1806 et Napoléon Ier s'y fait inscrire le 1er janvier 1812. Signe de l'époque, pour être confrère et gagner des indulgences pour la rémission de ses péchés, il ne suffisait pas d'honorer la Vierge, il fallait aussi prier pour l'empereur et sa famille. Vous avez à droite l'une des très rares images de cette confrérie que nous conservons dans les collections de la Société d'histoire et d'archéologie. Jusqu'en 1828, l'église s'ornait d'une très belle galerie formant charnier qui se retournait sur le cimetière. Elle est alors démolie pour agrandir la nef en créant un bas-côté prolongeant la chapelle Notre-Dame des Miracles. Notez en saillie du clocher les latrines pour le sonneur et le bedeau. Au chevet existait une très grande sacristie ajoutée au XVIIe siècle et agrandie sous Louis XV, puis démolie lors de l'abaissement de la butte du Vieux-Saint-Maur en 1848. Tandis qu'apparaissent les premières photos, 1852, c'est la plus ancienne photo connue d'un espace de Saint-Maur. Donc ces photos sont très précieuses. Les pèlerinages à la Vierge, à la même époque, font un retour en force dès les années 1840. Celui de Notre-Dame des Miracles a lieu le dimanche le plus proche du 10 juillet, précédé d'une neuvaine. En 1860, alors que la paroisse s'est équipée d'un orgue 2 ans plus tôt, la participation des frères jésuites stimule le pèlerinage. L'église devient trop petite. On processionne 3 fois par jour pendant la neuvaine dans les rues de Saint-Maur et de Joinville, avec la participation de communautés religieuses, de 20 paroisses et toutes sortes de bannières. On amène des infirmes et des enfants malades et on leur donne des reliques de contact, c'est-à-dire des linges auxquels on a fait toucher la statue. Les représentations de l'église par les artistes ne manquent pas. En voici 2 à gauche avant la suppression du cimetière. Vous voyez l'enclos du cimetière autour de l'église, dont celle du bas, récemment découverte par Alain Ségouffin, qui montre à gauche la 2e mairie de Saint-Maur, ainsi que la niche en encorbellement qui abritait la statue de Notre-Dame des Miracles. Et à droite, 2 dessins rehaussés de couleur après le nivellement de l'emplacement du cimetière. Les vitraux datent tous d'entre 1845 et 1884, sauf un. Dans cette période de plein développement, grâce à Notre-Dame des Miracles, où les plus fortunés des paroissiens offrent un vitrail. À gauche, le plus ancien, la grande verrière du chevet, avec Saint-Nicolas au centre. Sous ses pieds, le charmant médaillon d'inspiration médiévale, où il sauve les petits-enfants du Saloir. De part et d'autre, Saint-Pierre et Saint-Paul, les patrons primitifs de l'abbaye. De gauche à droite, en bas, la verrière commémorative du siège de Sébastopol 1855, un vitrail décoratif de catalogue, puis la descente de croix et la Sainte Famille 1883 et Sainte Thérèse 1939 par un maître verrier de Joinville-le-Pont. En haut, les 3 verrières de la nef, Saint-Maur, Saint-Hilaire et Saint-Babolin 1884, respectivement sous les traits de l'abbé de Pontellier, curé de Saint-Nicolas, de Monseigneur Guibert, archevêque de Paris, et de Monseigneur Pelger, son vicaire général. En haut à droite,
Petit détail pittoresque du vitrail de Saint-Babolin, un bateau à fond plat sur la Marne avec sa voile carrée. Et autre détail, celui de la crosse de Saint-Maur, sur lequel je laisserai les passionnés déchiffrer le rébus en latin qui entoure la volute de la crosse. Autrefois, la statue miraculeuse était toujours montrée habillée, ou bien sa copie, puisque c'est toujours une copie qu'on sortait en procession. Les habits ont été riches et variés, comme en témoignent les images. Aucun n'a été conservé à ma connaissance. En 1881, le maire anticlérical Léon Piètre, médecin, décide l'interdiction des processions au prétexte qu'elles sont une entrave à la circulation. L'abbé de Pontellier réagit en faisant réaliser la belle verrière de Notre-Dame des Miracles, illustrant la procession. C'est une protestation silencieuse à l'arrêté du maire. Plusieurs membres de la famille du curé, habitués de la procession, figurent sur ce vitrail, parmi eux un futur évêque et un membre de l'Institut. Nous avons connu l'une de leurs descendantes, qui fut la secrétaire de Jean-Paul Mauduit. Les nombreux ex-voto en marbre qui tapissent les parois de la chapelle de la Vierge, datés pour la plupart d'entre 1871 et 1927, mais on en trouve jusqu'à des dates très récentes, témoignent de la ferveur auprès de Notre-Dame des Miracles et de miracles, guérisons et vœux exaucés, qui sont affaires de foi et ne relèvent pas de l'historien. Prières et ex-voto se pratiquent toujours, mais sur support papier. Entre ces deux photos, quelques différences fondamentales. On ne va pas jouer au jeu de la devinette. Le clocher a été modifié. La différence principale, mais pas la seule. En 1875, il pleuvait partout dans l'église. Des travaux avaient été réalisés sur le clocher, mais se révèlent insuffisants ou mal faits. Les architectes Frédéric Marin puis Albrizio montrent que le clocher menace de s'effondrer. Albrizio, qui vient de construire Notre-Dame du Rosaire, préconise une reconstruction totale. Il devra se limiter à une reprise en sous-œuvre, exécutée de 1890 à 1894 par l'entrepreneur Alexandre Paquet, qui réalisera peu après les aménagements décoratifs à l'abbaye pour le sénateur Maujean et sera l'un des cofondateurs de notre Société d'histoire et d'archéologie. Le toit en bâtière est remplacé par un toit à 4 pans, l'horloge et le coq disparaissent, aux grandes dames des habitants, et on place de nouvelles cloches dans le clocher consolidé. C'est lors des mêmes travaux qu'est découverte et débouchée la tribune du chœur, ainsi que l'abside de l'ancienne chapelle romane, et qu'on réaménage le chœur et la chapelle de la Vierge avec de nouveaux autels. On supprime la niche en encorbellement qui abritait Notre-Dame des Miracles pour rouvrir la baie de la chapelle de la Vierge. Ce sont les tailleurs de pierre d'Alexandre Paquet qui ont dû fabriquer les chapiteaux d'aspect roman du premier étage du clocher. Peut-être ont-ils remplacé d'authentiques chapiteaux romans très érodés, mais leur style très sec laisse plutôt penser qu'ils les ont inventés. Quant à la corniche supérieure, les modillons ont été créés de toutes pièces dans un style résolument moderne, presque art déco, qui ne manque pas de saveur, avec quelques variations sur la tête de chat. Rare photo de l'achèvement des travaux peu avant 1900, tandis que le porche, oublié, va rester dans un état de décrépitude avancée pendant la plus grande partie du XXe siècle. Notre-Dame des Miracles fait encore parler d'elle pendant la Grande Guerre. « Priez pour nous sauver la France », invoque-t-on. Les sources paroissiales lui attribuent les 2 victoires de la Marne. Mais 10 ans après, la ferveur a beaucoup diminué. Vers 1930, le couvrement de la nef menace ruine. L'architecte Lucien Graff construit au-dessous une fausse voûte néo-romane en briques et plâtre. Ce faisant, il fait couper les entrées anciennes visibles sur les cartes postales anciennes, une idée saugrenue qui aura les conséquences que Jean-Paul Mauduit vous exposera. Les années 1940 voient reprendre les processions à Notre-Dame des Miracles, interdites depuis 1881. Elles s'arrêteront à nouveau après 1968, avant de reprendre en 2000. L'église est classée monument historique en 1947. Le peintre Paul Girol en a laissé plusieurs représentations remarquables avec le marché,
l'ancien marché le long de l'édifice. L'église connaît la notoriété ainsi que le vieux quartier en 1956 avec le tournage si pittoresque de Mon oncle par Jacques Tati. Tandis que l'année suivante, les paroissiens offrent au curé sergent, pour son jubilé d'argent, une troisième cloche, la plus petite, elle ne pèse que 420 kilos, Marie-Bénédicte Suzanne, dont l'inscription déclare « Je dois mon existence et mes chants à la générosité des paroissiens de Saint-Maur ». Les églises étaient autrefois de véritables galeries de tableaux provenant de dons ou bien de dépôts du département de la Seine. En 1967-1970, suivant l'interprétation française de Vatican II, le curé Bourgognon puis le curé Groseni entreprennent, pour redonner à l'église sa beauté primitive, disent-ils, de vider l'église de tout son mobilier ancien, sans l'accord de la ville ni des monuments historiques. Le conservateur du musée sauve in extremis 16 tableaux sur les 27 recensés en 1923, ainsi que les panneaux peints de l'ancienne chaire à prêcher du XVIIe au XVIIIe siècle. Vous en avez les représentations ici, auxquelles j'ai ajouté en bas à droite un tableau classé du peintre Le Valentin, dont les œuvres sont extrêmement rares. Il avait été volé en 1943 et j'ai eu la surprise de le retrouver dans l'église d'Eschingen, dans le Pas-de-Calais. Voici la comparaison parlante entre l'église pleine comme un œuf et l'église vide comme un cercueil. L'église a fait l'objet depuis 50 ans de travaux et d'aménagements divers, mais jamais de grandes restaurations comme à la fin du XIXe siècle. Citons une restauration partielle du porche en 1977, le remplacement de la couverture de la nef en 1985, avec, comme vous le voyez ici, la découverte inattendue, parce qu'on l'ignorait complètement, de la charpente médiévale, puis des réaménagements liturgiques en 1989, avec un maître-autel en bois, et le déplacement de la statue de Notre-Dame des Miracles, des fonds baptismaux et de la verrière de Notre-Dame des Miracles. Puis le nettoyage du chevet en 1987-13, et enfin la réfection désastreuse de l'éclairage intérieur sous l'adjoint tonus et sans l'accord des monuments historiques. Et ce, jusqu'au diagnostic lancé par la ville de Saint-Maur en 2017, en raison à la fois de dysfonctionnements et de désagréments signalés par les usagers et de problèmes structurels constatés par la ville. Ce travail a été, je crois bien, le dernier de ma carrière, et là-dessus, je passe le relais à Jean-Paul Mauduit. Je vais peut-être prendre ta place. Alors attends, oui, puis je te mets ton... Je te le mets pas en mode présentateur, je te le mets en ordre. Si, en mode présentateur aussi quand même. Mais oui, voilà, je te passe la place. Merci Pierre. En effet, c'est Pierre qui a réalisé non seulement l'étude historique de l'église Saint-Nicolas, mais dans le cadre du diagnostic obligatoire selon le Code du patrimoine, l'état sanitaire de l'édifice avec l'agence... On a perdu l'image. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, un petit mot, je voudrais quand même me présenter. Je suis Jean-Paul Mauduit, architecte du patrimoine et ancien administrateur même de la Société d'histoire et d'archéologie, le Vieux Saint-Maur, dans laquelle j'ai œuvré de l'âge de 16 ans à peu près à l'âge de 20 ans sur le chantier de l'abbaye. Bon, c'est juste pour me présenter. Alors, une étude préalable à la restauration est une obligation selon le Code du patrimoine qui permet de faire le tour de l'édifice complet de A à Z, y compris son mobilier et puis tous les décors, avec ce que l'on appelle un constat d'état, c'est-à-dire le diagnostic total de l'église. Devant un monument historique, on agit comme un médecin devant une personne. D'abord, connaître son ancienneté, donc c'est l'histoire, ses parents, ses grands-parents, et puis tâter le personnage, c'est l'objet de l'état sanitaire pour se faire une idée complète de l'édifice.
Là, vous avez les vues extérieures, et puis de plans et de croquis et de photos, ensuite, sont totalement annotés. Ça avait permis, par exemple, de voir que la couverture du chœur, de l'église et son clocher était vraiment en triste état, voire en état quasiment d'effondrement, particulièrement la toiture du bas-côté au-dessus de la statue Notre-Dame des Miracles. De relevé en relevé, pierre à pierre, bien sûr, parce que c'est aussi un travail d'archéologie du bâti, sont recensées les natures de pierres différentes et surtout les pierres malades, qui permettra ensuite à l'économiste et vérificateur d'établir avec moi-même le chiffrage total des travaux à réaliser. À la suite de cette étude, qui remonte aujourd'hui à 2018-2019, ça a permis à la ville de Saint-Maur-des-Fossés de se prononcer sur les travaux de restauration à réaliser et surtout d'établir le sens des urgences. Les urgences de l'époque, c'était la toiture du chœur, l'état des maçonneries autour du chœur, le clocher, mais le clocher limité à ce qu'on voyait à ce moment-là, sans avoir mis les échafaudages, et puis l'état lamentable du porche. Pierre a expliqué pourquoi. Là-dessus, un point important, c'était des fissures visibles dans la voûte en briques et plâtre de la nef. Vraiment, dans un triste état, c'était, vous savez, ce qu'on appelle, nous, l'effet tenaille, c'est-à-dire qu'on avait une fissure longitudinale au sommet de cette voûte et des fissures longitudinales également au droit des appuis sur les murs gouttereaux. Tout simplement, c'est l'explication venait que nous avions un poids, enfin on le comprendra un peu après, un poids important de descente de la charpente d'origine sur cette voûte, mais également l'absence d'entrée. C'est des tirants qui sont horizontaux et qui normalement doivent empêcher la poussée des murs sur l'extérieur. L'étude historique a montré qu'ils existaient jusqu'en 1925. Pour la petite histoire, on sait que l'architecte en chef Henri Deneux, celui qui a restauré la cathédrale de Reims, avait fait sa thèse sur l'histoire de la charpente et il est venu à Saint-Maur-des-Fossés examiner ses entrées et par-dessus les entrées, il a trouvé des mortaises. Et quand il a étudié le sens de ces mortaises, il a pu prouver qu'il s'agissait des entrées du XIIe siècle de l'Église. Nous en étions restés là. Toujours pour vous présenter l'étude de diagnostic, c'est quand même une année d'étude que ça représente, avec les natures de pierre, avec les vitraux, les tuiles. L'examen de la toiture nous a montré qu'il subsistait quelques tuiles vernissées, dont vous avez quelques échantillons sur la table à côté. Idem, voilà, pour la façade ouest. Et puis ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle le dossier projet. Et le dossier projet, ce sont tous les points de détail que l'on se doit de réaliser pour la restauration. Notamment, il existait, Pierre vous a montré des photos tout à l'heure, d'un passage qui permettait d'aller dans le clocher à la charpente de la nef. Ce passage est extrêmement important parce que ça permet de faire l'entretien de la toiture et ensuite se glisser, d'aller dans la charpente de la nef. Aujourd'hui, avant les travaux, c'était totalement impossible puisque ce passage avait été supprimé. Il a été restitué avec une certaine difficulté parce qu'il fallait se glisser dans les abassons du clocher. Voici ce petit passage restitué selon les documents anciens, avec tuiles plates bien sûr, des quelques tuiles vernissées, c'est celles qui apparaissent foncées sur les photos, et le tout recouvert de bardeaux de bois en châtaignier. Nous allons passer à l'examen photographie des grandes étapes de cette restauration. Tout d'abord, les travaux extérieurs, qui ont duré une bonne année, de l'année 2021 à l'année 2022, avec un rendez-vous de chantier toutes les semaines, bien sûr. Bon, c'était l'église en 2020. La voici aujourd'hui, tout juste terminée, il y a quelques mois, bien sûr. Alors,
lorsqu'on a les échafaudages de montée, on voit les limites d'un diagnostic qui se fait, certes, sur place, à la paire de jumelles, mais quand on a les échafaudages, évidemment, sous les yeux, et surtout l'édifice sous les yeux, ben, on en voit beaucoup plus. On avait pu déterminer l'état extrêmement critique de la toiture du bas-côté, en limite d'effondrement. Je me demande même comment ça tenait, tout simplement, puisque les bois étaient pourris en dessous. Et puis, le clocher était beaucoup plus atteint que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que les chapiteaux romans tombaient en poudre, ou du moins on pouvait les prendre pour partie à la main, et puis les broyer presque en poudre. Je vous parle également les colonnes des fenêtres géminées, il y aura quelques vues encore après. Ces colonnes sont toutes taillées en délit, parce que le principe, c'est qu'il faut avoir dans le sens de la colonne, j'allais dire la fibre et pas la fibre, mais les nervures de géologie de la colonne, ce qui est une des grandes inventions d'ailleurs des XIIe et XIIIe siècles, qui permet aussi de faire travailler un peu la pierre en extension au lieu d'être toujours en compression. C'est la grande invention, oui, de ce gothique francilien entre XIIe et XIIIe siècle. Et donc ici, tout simplement, elles étaient finies, quoi. Elles tombaient totalement en ruine. Alors on en connaît les causes, quand si vous regardez cette photographie de gauche, entre autres, eh bien l'astragale est en ciment. Il y a eu des reprises en ciment un peu partout. Ça, c'est les années 44-45, c'est ça, hein, et l'eau ne peut plus graviter, c'est-à-dire qu'il ne peut, la pierre n'est plus, elle ne rend plus son eau, mais l'eau reste piégée par le ciment, et évidemment les dégâts vous les avez sous les yeux. Ici, par exemple, les photographies en bas à gauche donnent le niveau de l'appui de fenêtre tel que nous les avons trouvés. C'est-à-dire que c'était bien, on pouvait sortir les pierres directement à la main, et c'était vraiment la ruine la plus totale. Il en était évidemment de même des modèles nature, les bandeaux à billettes. Bon, et ça, évidemment, la photographie représente celles qui étaient les mieux conservées, mais tout le reste, il n'existait plus rien du tout. Bon, la vue du chantier, ici c'est la charpente du chœur en cours de réfection. Nous avons installé des gouttières comme il fallait, elles ont toutes été reprises en cuivre, s'il vous plaît. Pour ce faire, donc c'était du non prévu au niveau du premier diagnostic. Nous avons dû reprendre complètement le diagnostic et évidemment déposer à la conservation régionale des monuments historiques l'autorisation de refaire les chapiteaux. Refaire les chapiteaux parce qu'ils sont tout à fait authentiques. Vous en avez un authentique, donc du XIIe siècle. Tous, on en verra d'autres photos, tous dans un état qui n'était plus apte à recevoir les arcades et les baies qui devaient supporter. Donc il a fallu les refaire. Sachez que ces chapiteaux ont été déposés auprès de la Société d'histoire et d'archéologie et seront déposés au dépôt lapidaire général du musée. Mais ils ne sont pas détruits. Et là, je vous présente une planche. Ce sont les planches du diagnostic qui sont ensuite, qui ont été réalisées avec mon agence et déposées à la conservation des monuments historiques pour avoir l'accord de la conservatrice en chef des monuments historiques, c'est-à-dire qu'on fait l'état des lieux, comme d'habitude. Le calepin, c'est-à-dire un relevé pierre à pierre avec l'indication des pierres à changer, des natures de pierres. Ce sont des pierres qui viennent des carrières de Saint-Leu-d'Esserand, Saint-Maximin. Donc on a des pierres dures, moyennes et beaucoup plus fines suivant la sculpture à réaliser et qui sont en fonction tout simplement de l'absorption d'eau ou et il nous faut absolument des pierres qui sont côte à côte de la même nature pour avoir une conservation maximum, ce qui n'était pas toujours évident. Et ensuite, le dessin. Alors ici, c'était le dessin réalisé par le sculpteur, parce que parfois, il faut interpréter. Alors, on se sert beaucoup des archives et de la connaissance archéologique des sculptures de cette époque-là.
Cette planche, bon, c'est une planche, c'est Pierre hein, qui a mis les textes. Réunion de chantier au sommet, oui, ça se passe au sommet du clocher. Et à ce moment-là, nous recevions la conservation des monuments historiques avec la présence de l'architecte des bâtiments de France, de la conservatrice en chef des monuments historiques, et puis de leurs adjoints, du chef de chantier, bien sûr, du sculpteur, bien sûr, et c'est le débat ultime, j'allais dire, du choix de la nature de la pierre et de la sculpture, du coup de main qu'on mettra sur cette sculpture. Je vous reparlerai de la charpente du clocher aussi, qui a été retrouvée dans un état épouvantable alors qu'elle était considérée comme en bon état. Le tour de cette église, les trois baies hautes du bas-côté sud étaient également en piteux état. Un certain nombre de pierres ont tout simplement été changées, retaillées, parce que totalement desquamées et inaptes à leur emploi, ce qui fait qu'il y avait des vitraux de cassés, qui ont été entièrement restaurés. Ces vitraux, donc déposés, emmenés en atelier, et replombés. Les plombs ont été refaits, comme vous avez ici cette image un oculus de cette baie, avec les petits tourillons pour fixer les vitraux sur les vergettes. Alors, notre maître verrier, je vais presque dire maître verrière, c'est Isabelle Baudouin, qui habite Saint-Maur, qui a son atelier à Saint-Maur, et qui est aujourd'hui celle responsable de l'ensemble des ateliers de maître verrier pour la restauration des vitraux de Notre-Dame de Paris. Elle vient même d'achever la mise en œuvre du musée du vitrail à Troyes. La taille de pierre, donc sur place derrière l'église, évidemment cachée derrière les palissades, vous n'avez pas pu en profiter, et ont été installées ce que l'on appelle la loge du tailleur de pierre. Le principe est le suivant, donc les calepins, toutes les pierres ont été numérotées, déposées, et ensuite, alors à l'atelier de l'entreprise, on fait un dégrossi. Ça reste, des masses sont dégrossies sur place parce que, enfin, dans l'atelier du tailleur de pierre, c'est plus pratique. Ensuite, sont amenées sur le chantier, une première finition au sol. Elles sont mises en œuvre et le sculpteur travaille directement sur place. Parce qu'il y a de l'ajustage à faire et ça permet aussi d'avoir le rendu en fonction de l'ombre, de la lumière, du soleil, et d'étape en étape, vous avez la photo à droite, Madame Colette Aymard, conservatrice en chef des monuments historiques, venez voir l'état d'avancement de cette restauration qui a été suivie de très près par la DRAC, par la Conservation régionale des monuments historiques, tout simplement parce que c'est assez rare que l'on a à remplacer toute la sculpture d'un clocher. Et imaginez bien que pour refaire des baies géminées, l'ensemble a été étayé avec des cintres en bois, des vérins, et pour pouvoir retirer les colonnes, pour pouvoir retirer la pierre, donc vous aviez la toiture du clocher avec sa maçonnerie en l'air, je dirais, ça tenait sur des bouts de bois, j'exagère à peine, et ensuite les pierres sont remplacées en dessous. On appelle ça un remplacement de pierre en tiroir. Vous avez une petite idée ici des corniches. Hein, voilà, par exemple, les pierres dessous ne sont pas encore enlevées. Et alors, on procède 1 sur 2, et puis après, on reprend 1 sur 2 en sens inverse. Paire, impair, ainsi de suite, pour ne pas désosser complètement, évidemment, les maçonneries. Là, vous avez, sur cette photographie, la mise en œuvre des modillons, retaillés, resculptés. Hein, vous voyez ici les tailloirs. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Donc, suivant la nature de l'objet de ces colonnes, entre le tailloir, le chapiteau et la colonne, c'est pas tout à fait la même pierre au point de vue dureté. Bon, des photographies, voilà, ici c'est remaçonné, hein, évidemment en tiroir, c'est-à-dire que la pierre a été glissée dessous. Alors, lorsqu'on est dans une maçonnerie pleine, le principe est le suivant, la pierre est complètement bûchée jusqu'au bout,
des petits vérins, des petites cales en pierre, et ensuite, cette même pierre qui a été taillée, elle est calée, glissée. Alors quand on peut la glisser, tout va bien, sinon c'est une tablette avec du plomb, comme des gros plombs de chasse, hein, vous avez de la chevrotine, pour arriver à glisser la pierre au fond, en laissant un espace entre le mur intérieur de la maçonnerie et puis la pierre qui a été changée. Et ensuite, c'est par des coulis de chaux qu'on remplit complètement l'intérieur avec des petites cales, parce qu'on attend que la coulure de chaux coule. Et ça veut dire que c'est plein quand ça coule. Voilà. Et donc, admirez toute la corniche qui a été refaite. Alors, la corniche était à peu près inexistante, hein. Bon, les cloches, je passe dessus, Pierre en a parlé. Nous avons dû refaire également à 100% les abassons. Et c'est aussi une des erreurs des années de ces restaurations entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, voire les années 40-44, parce que les abassons ont été fixés avec des tringles en fer dans la maçonnerie. En fer, F-E-R. Et évidemment, ça a rouillé. Et évidemment, ça fait exploser la pierre. Donc il a fallu tout reprendre. Et là, nous avons procédé différemment. Nous avons créé des tringles en bois avec des vis en laiton et qui ont été reprises dans les maçonneries pour ne plus se retrouver avec ce genre de désagrément. Et les abassons ont été refaits en chêne massif, 2,5 cm d'épaisseur, selon le dessin d'origine. Le clocher, bon, ça se passe de commentaires. Vous avez la vue avant intervention, donc vous pouvez. Alors ça, c'est une bonne. Ouais, cette façade ouest, on peut croire que la corniche est en bon état, mais elle ne l'est pas. En toute partie, cette partie-là a été entièrement refaite et démontée. Hein, c'est-à-dire les 3 colonnes sont foutues, les arcades ont été reprises et les maçonneries étaient creuses. Et vous avez surtout ici cette restauration du 19e siècle, pour partie épouvantable, parce que la pierre était beaucoup plus dure que la pierre de Saint-Maur qui était à côté. Et évidemment, il ne pouvait pas y avoir osmose, mariage entre les deux natures de pierre. Et puis ensuite, la reprise de tous les joints ont été faits au ciment. Et comme vous savez, le ciment ne permet pas de rendre perspirante une maçonnerie, hein, elle ne peut pas rendre son humidité au moment du soleil. Donc c'est pour ça que toutes les pierres ont desquamé. Donc tout ça, ça a été refait, donc autant vous dire que voilà la partie qui a été étayée. Ces 2 arcades sont neuves, malheureusement, les 3 colonnes sont neuves, et puis je crois que là on en a sauvé une, où celle-ci doit être conservée, et le reste sont neuves, et toutes les corniches à billettes ont été refaites, et les fameux modillons ont tous été repris complètement. Et oui, vous parlerez de la couverture ensuite. La couverture, c'est une mauvaise surprise de cette restauration, parce que nous avions imaginé qu'elle était en parfait état. Mais en fait, une fois dépose des tuiles qui étaient cassées, puisqu'il était prévu simplement un remaillage, eh bien cette charpente reposait sur une sablière, et la sablière avait pris l'humidité, était complètement pourrie, tout simplement parce que le chéneau, il n'y avait pas de gouttière, et la gouttière était taillée dans la maçonnerie. Comme les prises d'eau passaient ensuite dans la maçonnerie de la pierre, autant vous dire que le guano des pigeons avait tout bouché. Et donc, vous rajoutez des décennies et des décennies et des décennies, la maçonnerie avait totalement explosé. Nous, en plein accord avec l'architecte des bâtiments de France et la conservation des monuments historiques, a été décidé de ne pas remettre de gouttière, de ne pas remettre de chéneau, mais de modifier la toiture. Alors, je vais tout de suite passer la photo suivante et je reviendrai en arrière. Vous avez ici en bleu un élément, une petite coupe de cette toiture. Alors, imaginez, voilà, hein, la grande toiture est ici. La sablière qu'il a fallu reprendre en sous-œuvre, en calant la charpente du clocher pour glisser par en dessous la sablière. Et puis en rouge, c'est les pièces de bois à rajouter pour former ce qu'on appelle un coyot, qui donne un peu au coup d'œil. Une toiture, ça fait un petit peu chapeau chinois, nous sommes d'accord. Mais cette fois-ci, l'eau, qui est quand même pas énorme, du clocher, eh bien, s'en va directement dehors. Quand il pleut, de toute façon, tout le monde est mouillé. Hein, voilà, retour, et ça vous donne ce profil. Hein, alors,
réalisé, j'allais dire, à l'ancienne, hein, c'est-à-dire les arrêtiers à la chaux. Hein, c'est toute la nature, c'est toute l'architecture d'Île-de-France, des pays Briard et de la Champagne qui est comme ça. Et puis le paratonnerre. Alors le paratonnerre, je vous passe aussi le détail. On s'est aperçu que c'était un vieux paratonnerre des années 60, 50, 60, 70 qui n'avait pas été changé et il était encore radioactif, avec des petites boules radioactives, mais depuis une loi qui doit remonter à 1989, si ma mémoire est bonne, c'est absolument interdit sur tous les édifices publics. Donc ça, c'est une autre surprise du chantier, pas prévue. Il a fallu tout changer, et cette fois-ci mettre le clocher à la norme avec 2 descentes de ruban contre la foudre, puisque avant, j'allais dire avant, il en fallait 1, maintenant il en faut 2, c'est la loi, c'est actuel, c'est comme ça. Voilà. Et donc vous avez ici tout le travail de présentation de ce coyot pour que ça prenne une belle forme naturelle. Sur les couvertures, un point important dont Pierre, je crois que vous en avez parlé, a été retrouvé au moment du démontage quelques tuiles vernissées, comme ça se faisait au Moyen-Âge. Donc ça veut dire que nous avions devant nous des tuiles du XIIIe siècle, on peut même dire du XIIe siècle, parce que dans la maçonnerie du clocher, on a retrouvé une tuile vernissée qui était prise dans la maçonnerie, vernissée, elle est là exactement. Donc c'est tout le gothique francilien, encore une fois, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que les tuiles à cette époque-là étaient poreuses. Donc pour la rendre j'allais dire sèche, hein, eh bien il fallait mettre une engobe, la recuire et faire donc ça donnait ce petit côté avec des toitures très jolies à cette époque-là, en vert, en jaune, qui étaient les 2 engobes connues. Alors, la conservation des monuments historiques n'a pas autorisé que je fasse toute la toiture comme ça. J'ai été limité entre 3 et 5% de tuiles vernissées. Et puis, de décision de rendez-vous de chantier en rendez-vous de chantier, on avait bien réalisé nos tuiles vernissées. Elles ont été faites dans des fours en Bourgogne, à Auxerre. Vous savez, là où il y a encore des tuiliers où on fait de la tuile vernissée. Hein, c'est le tuilier qui a réalisé les dernières tuiles vernissées de la cathédrale d'Autun. C'est elle qui nous a fait les tuiles pour Saint-Maur-des-Fossés. Mais on n'a pas eu le courage, ou du moins l'architecte des bâtiments de France m'a un peu refroidi, à souhaiter que ça soit pas brillant. Donc on a fait les tuiles vernissées mat, et j'avoue que je le regrette un peu, parce qu'il faut avoir le coup d'œil pour les voir, ou alors ça se voit bien quand il pleut. Hein, ici vous avez une photo où vous voyez bien de temps en temps, alors 5% de tuiles vernissées, bon voilà, c'est comme ça. Alors un grand moment du chantier, eh bien c'est lorsqu'on travaillait sur le pignon ouest de l'église. Vous savez, c'est ce pignon qui avait été restauré dans les années 40, avec un couronnement en béton que nous avons conservé, avec un énorme chaînage en béton armé qui apparaissait. Ce chaînage a été camouflé, parce qu'on ne pouvait pas l'enlever, le changer, c'était après des coûts énormes, et puis il n'y avait pas de raison structurelle de changer ce qui avait été fait, mais il a été passé au badigeon en harmonie avec le reste de la pierre. Je reconnais que c'est pas mal. Et puis, il manquait une croix sur cette église parce qu'elle était tombée. Heureusement, un mois d'août, c'est brisé au sol, sans faire de dégâts et surtout de blessés ou autres. Et il avait été décidé de la remplacer. Et le curé de l'époque, le père Briens, je crois, l'a bénite en présence du maire, et la croix a été remontée sur l'église. Voilà. C'était une jolie petite cérémonie, fort sympathique. Vous voyez un peu la hauteur. Donc il y avait ensuite un réglage à faire. Bon, voilà. Les toitures, je vous en ai quand même déjà parlé, notamment la toiture du bas-côté. Ça se passe de commentaires. Hein, voilà. Et la voici maintenant. Et je vais vous dire, il était vraiment temps, je crois que je l'ai déjà dit, parce qu'en dessous, la charpente était pourrie. L'eau avait coulé pendant des années dans le triforium. Le triforium avait des tommettes au sol sur un parquet qui reposait sur l'extradose de la voûte. En dessous, la chapelle Notre-Dame des Miracles. Et nous avons trouvé tout ça pourri. Et je comprends maintenant pourquoi il y avait des taches brunes sous les voûtes de ce triforium, au-dessus de la statue Notre-Dame des Miracles. Vraiment, c'est un miracle.
Également a été refait le fronton de la porte d'entrée. Alors là, c'était un autre poème, un peu compliqué. Il me manque des photos, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que l'eau de pluie entraînait le guano des pigeons, où les pigeons venaient s'installer à l'intérieur. C'était très pratique, vous pouvez faire leur nid. Et tout ça, avec les feuilles, les arbres et le vent, un arbre a carrément poussé. Et pour enlever les racines qui étaient prises dans la maçonnerie, parce que tous les ans, ou plus ou moins, la ville de Saint-Maur envoyait un jardinier ou quelqu'un pour couper l'arbre qui repoussait d'une façon systématique. Ça a dû durer 10, 20 ans, 30 ans, je n'en sais rien. Donc il a fallu, avec des palans, soulever les pierres de ce fronton. Et je peux vous assurer que le fronton est composé de la croix, de la pierre sommitale et de l'assise d'en dessous. Et à partir de ça, on a pu fouiller dans le mur d'une maçonnerie qui fait 1,20 m d'épaisseur pour aller retirer les racines pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Et vous avez la toiture ici du bas-côté refaite. Alors là, on voit bien les petites tuiles vernissées. Alors, comme on avait droit je crois que c'est 3%, c'est devenu 5%. Les côtés qui se voyaient pas, il n'y a pas de tuiles vernissées, mais les côtés qui se voyaient, on en a mis beaucoup. Voilà. La restauration du pignon de la nef, ce pignon ouest qui recevait la pluie, nous a révélé évidemment toutes les strates de reconstruction, pas de reconstruction, des diverses restaurations de toutes ces maçonneries qui étaient aussi en piteux état. Le tout était ourdé, c'est-à-dire maçonné, avec du plâtre, un peu de chaux, mais beaucoup de plâtre, à l'intérieur des éléments sculptés en réemploi. Et surtout, ça nous a permis de remettre en avant l'oculus qui était complètement bouché, fermé. Derrière, il y avait la voûte des années 1925, on va en reparler. Et donc tout ça est remis en avant, qui donne quand même un côté beaucoup plus gracieux à cette église. Et l'enduit a été refait réellement à l'ancienne, c'est-à-dire environ 80% de plâtre, 20% de chaux, et le tout taloché, ou du moins jeté à la truelle à la main et gratté vraiment exclusivement à la truelle pour avoir un peu de relief et donner une vibration à cet enduit, puisque nous sommes en façade ouest et ça doit pouvoir accrocher le soleil sans que le soleil écrase la façade. Voilà. Retour. Alors le porche. Alors le porche est une autre petite aventure. Comme vous voyez ici, il y avait des chapiteaux en pierre, ceux de l'entrée, et des chapiteaux en plâtre et pierre. Alors parfois on avait le noyau en pierre et puis les feuilles d'acanthe en plâtre, parfois les deux. L'ensemble, il a fallu exactement tout restaurer. Alors là, ces photos passent de commentaires. Hein. Voici l'état de ces chapiteaux qui ont été entièrement, évidemment, restaurés. Alors, dans un cas comme ça, la technique est la suivante. Hein, on plante des petits clous en laiton, des petits fils de laiton, et avec un mortier chaud et plâtre, c'est repris, et le sculpteur, une fois que ça sèche, on met un peu des plâtras par-dessus, et le sculpteur vient resculpter complètement les feuilles d'acanthe. Et par-dessus, pour que cette fois-ci la pluie nous détruise pas tout, ont été glissées une petite feuille de plomb découpée selon la forme des feuilles du chapiteau. Au niveau de l'entrée, de l'église, les deux chapiteaux de pierre de part et d'autre étaient HS. Ils ont été purement et simplement enlevés, supprimés et repris. Là, le sculpteur Benoît, c'est vraiment remarquable, ce sculpteur, c'est lui qui a aussi travaillé sur le clocher. C'est quelqu'un qui s'est formé sur le château de Ganelon, il faut savoir, jeune. Et puis qu'ensuite, il a fait son tour de France comme compagnon, comme sculpteur. Et maintenant, il est actuellement au Louvre, travaille pour Michel Goutal, ACMH, architecte en chef du monument historique, et il restaure, il resculpte une partie de la corniche de Pierre Lescot de la galerie du bord de l'eau du Louvre au bord de la Seine, ce qui est quand même pas rien, quoi. Voilà. Et vous avez ici le chapiteau corinthien resculpté. C'est pareil, autant vous dire que l'architecte des bâtiments de France, comme la conservatrice des monuments historiques, venait voir si ça lui plaisait. C'est-à-dire, par exemple, les nervures un peu à creuser pour que la lumière s'accroche bien sur le chapiteau, etc. Pardon, poum, voilà.
L'intérieur du porche était aussi dans un état épouvantable. Il a dû être repris complètement et pour lui donner une teinte chaude et agréable, nous avons réalisé un badigeon à 2 tons. Alors d'abord, il y a un fond de terre naturel qui donne un ton ocre avec une certaine densité. On laisse sécher et on reprend après avec ce qu'on appelle une eau forte. C'est comme un badigeon, mais il n'y a pas la terre. C'est simplement l'eau, la poudre de chaux. Et puis, j'allais dire, le maçon, il danse presque en mettant des coups de pinceau à l'intérieur sur les murs. Et vous voyez, ça donne une sorte de vibration du badigeon qui fait qu'à l'ombre, à l'œil, c'est assez agréable. Le badigeon, c'est de l'eau, de la poudre de chaux et des terres colorantes. C'est-à-dire que ça fait corps avec l'enduit et la maçonnerie. Et ça a de la profondeur. Ce n'est pas de la peinture. C'est-à-dire que l'eau de pluie peut très bien avaler complètement dans la maçonnerie, s'avaler dans la maçonnerie, mais dès qu'il y a une montée en température, elle recrache l'eau. C'est un matériau totalement vivant. Tous les murs autrefois étaient faits comme ça, et surtout les murs parisiens, franciliens, qui étaient tous en plâtre. Mais en plâtre, oui, mais avec du badigeon. Voilà l'effet fini. Donc vous avez ici le Crampignon ouest restauré, comme je vous l'ai expliqué, et on voit un petit peu les traces de truelle peut s'étirer. Et vous avez ici au fond, vous voyez cette couleur chaude qui apparaît malgré l'ombre à l'intérieur du porche. Les portes ont été, alors je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais évidemment les portes ont été déposées, emmené en atelier chez l'entreprise Giffard, qui est une entreprise qui ne fait que des travaux de menuiserie en monuments historiques. Il travaille aussi sur le château de Versailles. Et toutes les petites sculptures et modénatures ont été reprises, restaurées, y compris les ferrures. Et c'est un jaune qui a été mis, un jaune fin Renaissance, qui porte un nom, jaune château, mais c'est son nom. Alors attention, ce sont des peintures à l'huile. C'est-à-dire que c'est vraiment naturel, peinture à l'huile. Donc c'est une peinture, pareille, perspirante, comme on faisait autrefois les ponts de bateaux ou les menuiseries. Alors, c'est c'est une entreprise spécialisée, c'est l'entreprise Lacour qui m'a réalisé ces peintures, comme les badigeons au plafond de la voûte lambrissée. C'est aussi tout un savoir-faire. Voilà le porche restauré avec son mur bahut d'origine. Et vous avez le profil d'aujourd'hui de la toiture, du clocher de l'église de Saint-Maur, Saint-Nicolas. Voilà. Les travaux intérieurs. Alors, Pierre vous a parlé de cette voûte construite dans les années 1925-1930 en plâtre. Je vous avais expliqué qu'elle était totalement fissurée longitudinalement et puis sur les côtés, c'est-à-dire qu'en forme de tenaille, elle s'écartait. Le principe de la restauration, c'était de retrouver, alors à la demande de la conservation des monuments historiques, de retrouver la voûte lambrissée comme elle était à l'époque gothique. Il faut savoir que lorsque j'avais fait le premier projet de restauration, je me suis appuyé sur les restaurations du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, la photographie que vous aviez vue avec les pièces de bois qui étaient des étaiements de cette voûte, de cette charpente en bois, qui a été purement et simplement refusée par monsieur le conservateur régional des monuments historiques en me demandant de restituer la voûte lambrissée. Alors c'est une façon, il faut se gratter la tête parce qu'évidemment au XIIIe siècle, j'avais pas de photographie. Mais bon, les façons de réaliser ces voûtes sont très connues. Alors, d'abord des gros plans sur les fissures, c'était pas de la blague. Donc, il a fallu, dans un premier temps, évidemment, sécuriser complètement l'église, la nef, parce qu'il n'était pas question de démolir cette voûte comme ça. Vous savez, vous démolissez une voûte même en briques, même en plâtre, et puis la charpente peut très bien s'écarter et vous envoyez les murs en l'air. Donc nous avons passé des tirants provisoires entre murs, tout simplement, des cintres en bois pour la tenir, et ensuite l'entreprise a grignoté bout par bout, à la main, pour démolir cette voûte. C'est pas fait comme ça. Voilà, par exemple, ici, vous voyez passer des grands tirants en acier qui relient les deux côtés des maçonneries.
Eh bien, à ce moment-là, on a vu l'état lamentable de cette charpente. Vous avez une photographie ici encore avec la conservation des monuments historiques, les assistants de l'architecte des bâtiments de France qui étaient là pour donner leur avis. Alors c'est magnifique, monsieur le maire est monté, vraiment ça a été le grand défilé de toute la DRAC et de la conservation des monuments historiques et l'unité départementale d'architecture. Tout le monde a voulu voir cette charpente du XIIIe siècle, totalement déshabillée, et qui est tout de même une rareté, hein, quand même, il faut bien le dire. Alors c'est ce qu'on appelle une charpente à chevron formant ferme. C'est-à-dire que chaque chevron, qui fait à peu près entre, mettons, 16 ou 20 cm par 20 cm, et non pas 6 par 8 comme un chevron moderne, c'est-à-dire que chaque chevron est une ferme de charpente. Je ne sais pas si je me fais comprendre, côte à côte. Évidemment, c'était la grande charpente de Notre-Dame de Paris qui était comme ça. L'invention de l'époque gothique, le contreventement, c'est une petite pièce de bois horizontale, que vous avez ici sur ces photos, qu'on appelle le blochet. À ce moment-là, la sablière, elle est double. Vous avez deux petites sablières sur ces murs, parce que les murs sont très épais, ils font 80 cm à 90 cm d'épaisseur. Sur ces sablières, des petites pièces de bois transversales, et ensuite une petite jambe de force. C'est le contreventement de la ferme gothique. C'est ça qui est entièrement numéroté, donc ici qui a été donc montré très authentique et daté des années 1210, 1215, comme voilà, en révélé. Et puis, de temps en temps, environ toutes les 10 fermes, il y avait une pièce de bois transversale qu'on appelle l'entrée pour quand même retenir les murs. La particularité de cette église, c'est que l'entrée était connue par les photographies, mais ce que je vous ai expliqué, probablement du XIIe siècle, et la charpente gothique, qui a été donc refaite au XIIIe siècle, est venue se poser sur les entrées du XIIe siècle. Donc ça, c'est pas courant. Alors, bon, là, vous avez les ouvriers en train de travailler, j'ai quelques vues de détail. La conservation des monuments historiques a souhaité que le plus de bois authentique soit conservé. C'est-à-dire qu'on ne change que les bois pourris. Pour les bois, il est cassé. Alors, vous avez une couche d'entrée, c'est celle qui était au niveau de la nef. Après, vous avez un faux entrée ou un entrée retroussé encore au-dessus. Et encore au-dessus, un troisième entrée. Donc, c'est une charpente qui est vraiment presque à 3 étages. Au-dessus de la charpente, donc le plancher en plâtre du XVIIIe siècle avec les lattes que vous voyez ici, ont été repris par des brides avec des pièces de bois par-dessus le plancher, qu'on pourrait appeler des faux entrées, pour tenir les vrais. Je sais pas si tout ça pour conserver l'authenticité, hein, la valeur de cette charpente. Ici, ben voilà quelques vues de détail. Alors, par exemple, ici, vous avez le blochet, la jambe de force et l'arbalétrier, hein, ce qu'on appelle la ferme. Et puis, ce qui est pourri, en fait, là, tout simplement, eh bien, c'était le grand entrée du XIIe siècle qui se prolongeait. Vous avez la même vue, mais pris de l'autre côté, avec la pièce de bois, l'entrée en chêne, tout ça c'est du chêne, hein, bien sûr, qui a été remis en place. Donc vous voyez qu'il a été juste coupé, enfin, les compagnons m'ont fait juste une mortaise où il fallait, ont remis les pièces de bois complètement, et puis il a fallu ouvrir la toiture. Parce que vous imaginez, la nef, elle fait pas loin de 10 mètres, oui, c'est ça, elle fait ses 10 mètres de largeur. Donc, avec des engins et des grues, il a fallu la rentrer en crevant la toiture et en rentrant ces pièces de bois à l'intérieur. C'est pour ça qu'ici, vous avez peu de tuiles, tout simplement. Et puis, regardez bien cette photographie. Là, vous avez un des compagnons de l'entreprise Cruard. Eh bien, voilà, vous avez ici un assemblage qu'on appelle en trait de Jupiter. La pièce de bois du chevron formant ferme était pourrie, c'est le pied, hein, parce que c'est évidemment l'eau de pluie, c'est probablement un manque de gouttière avait pourri. Ici, vous n'avez qu'un morceau de sablière échangé, là, un assemblage à mi-bois pour conserver la partie authentique. La partie authentique est ici conservée. Là, vous avez un élément de blochet conservé, et puis après, les pièces de bois au-dessus conservées pour l'authenticité de cette charpente. Ensuite est arrivé un ouvrage, qui a été un travail qui a duré des mois, je crois de juin, juillet, août, septembre, si ma mémoire est bonne, par l'entreprise Giffard, c'est de réaliser le lambris.
Alors, un lambris du XIIIe siècle est posé au clou. Donc, nous avions d'abord, les clous étaient encore sur place, mais on a fait une chose. Oui, Pierre me dit, il faut que je m'accélère. Bon, nous avons isolé un bout de la toiture, parce que vous comprenez que cette toiture, il y avait avant une voûte en brique. Il n'y a plus de voûte en brique. Et puis, dans ces parties basses, on est directement sous la tuile. Donc, on aurait pu avoir un pont thermique qui ensuite crée des taches, puisque tout a été ensuite lasuré, par rapport à la partie haute qui elle, a encore le vide de charpente au-dessus. Donc, c'est ce vide de charpente qu'on appelle le comble qui correspond à l'isolation. Donc, pour ce faire et éviter ce genre de dégâts, eh ben, toute la partie basse a été isolée avec un isolant naturel à base de fibres de bois, s'il vous plaît. Voilà. Et puis ensuite, le lambris, c'est du châtaignier refondu, posé tête beige une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens et serré. Donc c'est un travail pièce de bois par pièce de bois à la main. Je ne sais pas si vous imaginez le travail. Un travail de couvre-joint a été réalisé, qu'un certain profil, bon on le voit pas, voilà, qui est pris dans les profils connus dans d'autres églises de la même date et du XIIIe siècle. Et surtout, vous avez devant vous les fameux entraits qui font 30 par 30, remis en place à leur emplacement d'origine complet, hein, selon les photographies que nous connaissions des années 20. Mais surtout, de toute façon, sur place, on les avait retrouvés puisqu'il y avait la numérotation des pièces de bois. Mais ce que Pierre vous a pas dit, c'est qu'au droit de chaque entrée, la numérotation s'arrêtait et c'était une numérotation avec des lettres. Donc on n'avait même pas l'ombre d'un doute de savoir où étaient les entrées. Hein, voilà. Voilà l'effet que ça donne. Alors ici, c'est pas. Malheureusement, je n'ai pas de photographie là d'hier juste terminée, puisqu'aujourd'hui tout a été lasuré. Avec des badigeons naturels, d'un blanc cassé, c'est-à-dire en mélange chaud et un peu de terre par-dessus. Pour mémoire et pour les paroissiens qui connaissent bien l'église, nous avons également refait complètement un bâtiment de A à Z qui donne à l'intérieur de la cour des sacristies, hein, de cette église du côté nord, parce que c'était limite bidonville, enfin bon, je le dis comme je le pense. Hein, voilà, mais c'est un long travail entièrement réalisé en bardage bois. Alors c'est du bois, c'est du red cédar, c'est-à-dire que ça vieillira naturellement. Une nouvelle toiture en zinc sur dalle en béton pour avoir le coupe-feu 2 heures entre l'église et la chaufferie, qui n'existait pas, des nouveaux sanitaires PMR conformes, propres et tout ce qu'on veut, et enfin une petite galerie technique pour faire passer tous les câbles, les tuyaux, les fils que vous imaginez et qu'il y avait partout. Voilà. Un autre grand moment de ce chantier, c'est les journées du patrimoine 2022 et la mise en place du COC. Là aussi, donc, il a fallu faire une DAT, une demande d'autorisation de travaux sur monuments historiques. Pierre nous a fait une recherche historique sur les coques, toutes les formes de coques. Ensuite, on en a validé un ensemble qui a été approuvé par l'architecte du bâtiment de France et la conservation des monuments historiques, réalisé par un dinandier, qui est un artiste, c'est-à-dire qu'il prend une feuille de cuivre et puis avec un marteau, il façonne sur une pièce de bois, sur un fond en bois, ce coq qui a retrouvé son profil, alors on pourrait dire quasiment 18e siècle, ou presque. Et puis monsieur le curé, monsieur le maire, les élus du conseil municipal, tout le monde était présent pour mettre en place ce coq en haut du clocher tel qu'on les voyait sur les photographies ou du moins les gravures du 19e siècle. Au passage, il a fallu louer une nacelle de 33 mètres. Pourquoi 33 mètres? Parce qu'il fallait passer par-dessus les platanes, n'est-ce pas? C'est pas la hauteur du clocher, mais c'était comme ça. Voilà, c'était un grand moment du chantier qui a fait plaisir à tout le monde. Vous avez en premier plan le couvreur, la maison Schneider, qui ne réalise que des toitures et couvertures sur châteaux, monuments historiques, clochers, églises, etc. Je dois aussi remercier les entreprises, l'entreprise Richard, tailleur de pierre, l'entreprise Cruard, le charpentier,
Aujourd'hui, Cruard, vous savez, est retenu, c'est lui qui restaure la flèche de Notre-Dame de Paris. Donc je peux vous dire que sur cette église, vous avez eu le gratin des entreprises monuments historiques en France. Voilà. Hein ? Et voilà. C'était un peu long. Ouais. Bon. Les questions maintenant. Alors, je pense qu'il y a quelques questions. Merci. D'abord, je vous félicite pour le travail accompli, parce que si on comprend bien, on a failli se recevoir le clocher sur la tête. Oui, presque. Presque. Oui, non, mais oui. c'est vraiment très beau, hyper intéressant. Et donc, on va suivre ça maintenant pour la suite. J'ai vu sur certaines images des grilles fermant l'église. Savez-vous si ces grilles vont être remises? Parce qu'il y a à côté le lycée et les étudiants viennent fréquemment déjeuner ou casse-croûter, on va dire, en s'asseyant sur le porche et donnent des coups de pied. Alors, vous avez fait un travail extraordinaire avec des gens extrêmement compétents. Et là, vous avez des jeunes qui comprennent pas très bien le travail accompli. Est-ce que vous avez l'intention de protéger l'église avec des grilles ou pas? Je réponds. Bon, alors écoutez, je peux déjà répondre. D'abord, la décision ne m'appartient pas. Premièrement, je ne suis que l'architecte. Ensuite, ces grilles, nous les avons recherchées et on ne sait pas où elles sont. Elles ont dû être déposées il y a 30, 40 ans. En tout cas, elles ont disparu, oui. Voilà. Si vous voulez mettre des grilles devant une église, c'est quand même plus tout à fait dans l'air du temps. En revanche, un travail pédagogique a été fait et est toujours en cours avec le lycée Teilhard de Chardin pour demander aux élèves de ne pas dégrader le porche. Et à ma connaissance, depuis les travaux, les élèves ne sont pas tellement dans le porche. Il y a le SDF habituel, mais pas les élèves. Et il y a les pigeons quelquefois. Alors, en principe, il y a des pics. La vie doit devenir très difficile pour les pigeons, là. Oui, alors nous avons mis, et même d'ailleurs, nous avons même complété sur les chapiteaux, sur le porche d'entrée, à l'intérieur, des pics. En fait, c'est des pics, c'est des petits fils en nylon qui empêchent le pigeon de se poser parce que le pigeon n'est pas un hélicoptère, il ne peut pas faire du surplace. Voilà. Hein? Alors, évidemment, il y a certains oublis dans certains endroits à surveiller de près, mais il est convenu avec les services de la ville que s'il fallait compléter, on compléterait. Mais je croise les doigts, là j'ai encore fait un petit tour cet après-midi, je n'ai pas vu de pigeons à l'intérieur du porche, sur les toitures, et malheureusement on n'en a pas mis sur l'Oculus et les deux baies ouest. Alors, bon, on va voir s'il y a des taches, mais c'était vraiment abominable, hein, ces pigeons, parce que on ne peut pas raconter toutes les anecdotes, mais au fur et à mesure qu'on taillait les chapiteaux, qu'on restaurait l'intérieur du clocher et le clocher, les pigeons revenaient et salissaient tout au fur et à mesure. Les photographies où vous voyez l'herbe qui pousse dans les chéneaux, c'est tout simplement le guano des pigeons qui sont stockés dans les gouttières, et c'est un engrais superbe, et l'herbe se développe et bouche évidemment les entrées d'eau. Donc l'eau dégueule par-dessus les murs, rentre dans la charpente, pourrit la charpente. C'était ça, hein, le fond de l'histoire, j'allais dire. Voilà. Bonsoir. Non, ce qui menaçait réellement ruine, et c'était très grave, on n'imaginait pas l'ampleur des dégâts. Enfin, on avait une idée, mais pas l'ampleur. C'est aussi la voûte. La voûte, en fait, la charpente s'affaissait, était en appui sur la voûte. Hein. Et donc, la voûte s'était ouverte. Et quand on a fait les calculs de prix, eh bien, restaurer cette voûte en briques et plâtre, c'était plus cher que tout enlever. Et donc, de remettre un plancher en bois. D'où cette décision de proposer à la conservation des monuments historiques de revenir à l'état avant 1925. Mais la conservation des monuments historiques nous a dit, non, vous allez aller plus loin, vous allez vous retrouver telle qu'était l'église au XIIIe siècle, ce qui est assez extraordinaire comme décision, quoi. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation.
l'église a retrouvé sa splendeur que j'avais jamais connue. J'ai une petite question au sujet de la façade, donc vous dites ouest, le petit triangle de façade qui est à gauche du clocher, qui n'a pas été restauré, et également au sujet du mur mitoyen avec le petit immeuble du 19e, je crois. Donc savoir s'il est prévu à terme de restaurer ce petit triangle à gauche du clocher, voilà, qu'on voit très bien au fond. Parce que esthétiquement, je trouve ça dommage que ça n'ait pas été refait au même titre que là, enfin, à l'identique du triangle central au-dessus du porche, ainsi que le mur de façade mitoyenne. Et également, vous nous avez présenté l'intérieur. Est-ce que vous avez prévu un ravalement des façades intérieures de l'église? Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais vous répondre, oui. Je suis peut-être le premier déçu qu'on n'ait rien fait sur ce pignon. En fait, ceci un poids économique. Il y avait un budget, il y avait des choix qui avaient été faits. On a beaucoup tergiversé parce que, par exemple, le bas-côté sud, ce n'était pas prévu. On a préféré faire le bas-côté sud qui était aussi en piteux état et visible au nez de visu, de ne pas le refaire. Mais il faut savoir que le pignon là-haut est entièrement en ciment et en béton armé. C'est un pignon qui avait été refait dans les années 1939-1940, Pierre. Oui. C'est ça. Et donc, pas question de mettre de la chaux, du badigeon sur du ciment, ça ne tiendrait pas. Donc il faut tout piquer, piocher, et derrière, on a été voir, en fait, c'est un mur en grosses briques, un brique alvéolaire. C'est triste. Et il y a une grande poutre en béton armé, là où vous voyez un bandeau, qui a été posé, ça a été remis comme ça. C'est les mauvaises restaurations d'une certaine époque, sans l'aide des monuments historiques, carrément. Donc on l'a lavé, on l'a nettoyé, mais on n'a pas fait plus et on a rebouché les trous et ce qui était visible. Mais bon, voilà, vous avez raison. Quant au pignon de la maison, alors la maison, c'est vraiment son mur. Ce n'est pas un mur mitoyen, à tel point que, comme j'ai pas tout dit, ce mur est venu s'encastrer dans l'église. Et lorsqu'on a repris la charpente, on a eu le malheur de dire bonjour aux voisins qui étaient derrière, parce que il y avait un mur en plâtre d'une très faible épaisseur. Bon, on a repris ça, on a repeint sa chambre qui était derrière, mais ça fait partie des accidents de chantier. Et en fait, lui, il dit comment, vous le saviez pas, mais c'était bien la maison qui est venue s'encastrer dedans à un certain moment. Alors on peut aussi imaginer que, je crois que ça a été le presbytère, non, Pierre? Non, jamais. Bon, bref. La ville de Saint-Maur-des-Fossés n'était pas là pour faire le mur du voisin, quoi. Voilà. Par contre, évidemment, à l'intérieur du porche, nous avons pioché les murs, repris à la chaux complètement la maçonnerie, alors que c'est le même mur qui tombe à l'intérieur du porche. Mais j'avoue qu'on en est resté là, et bon, si vous me dites pourquoi on l'a pas fait, ben, moi j'aurais bien aimé le faire, mais c'est aussi une question de budget. Alors ensuite, il s'agit bien de travaux qui ont été programmés, donc mis à part, c'était pas prévu de travailler à l'intérieur de l'église, mais il s'est avéré qu'à la fin de l'étude du diagnostic et de l'étude préalable à la restauration, on a mis en avant la dangerosité de la voûte réalisée en 1925 et qu'on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus. De toute façon, donc la ville de Saint-Maur-des-Fossés, donc c'est en 2018-2019, a fait ce choix de ramener du budget encore pour faire cette partie-là à l'intérieur. Mais il est toujours été dit et convenu que les travaux intérieurs de l'église seraient une autre tranche. Moi, je veux dire, ça va, je suis volontaire pour pour continuer, n'est-ce pas? Mais non, voilà, c'est-à-dire qu'on a réalisé ce qui était notre commande. Alors, je vais me permettre de répondre à un petit complément et puis répondre sur les travaux. Concernant le petit triangle, ce qui a déterminé aussi le fait de ne pas le refaire et de ne pas piocher, et M. Mauduit ne me contredira pas, c'est que certes, ce n'est absolument pas conforme aux restaurations qu'on pourrait faire aujourd'hui, mais il se trouve que c'est en plutôt très bon état, et c'était une des parties les plus en bon état des murs de l'église. Donc entre refaire avec le même budget ce triangle qui finalement était en bon état et
structurelles, et ou plutôt refaire d'autres parties de murs qui étaient abîmées, on a préféré choisir de refaire les parties abîmées et de laisser ce triangle. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, concernant les travaux intérieurs. Il y a déjà 2 millions d'euros qui ont été investis dans l'église Saint-Nicolas. C'est un très gros effort qui a été fait. Les travaux intérieurs ont été chiffrés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et dans le même temps, il y a d'autres bâtiments communaux qui souffrent toujours d'infiltration d'eau. Il y a des bâtiments communaux dans lesquels il pleut encore aujourd'hui. Pour citer un autre bâtiment cultuel, l'église Notre-Dame du Rosaire, il pleut régulièrement. On peut citer également le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui, qui nécessite également des gros travaux dans les années à venir. Donc il faut faire des choix d'autant plus douloureux que les recettes de la ville ne sont pas vraiment en hausse et que l'inflation, tout le monde le sait, elle par contre est galopante. Donc la majorité municipale, la municipalité souhaite évidemment continuer à investir, mais l'intérieur de l'église et le ravalement intérieur n'est pas une priorité au vu des travaux gigantesques à réaliser encore. Pour vous donner une petite idée quand même, et c'est ce que monsieur le maire rappelle toujours, en 2014, il pleuvait dans la totalité des bâtiments communaux, et en particulier dans toutes les écoles. Et il pleut encore dans quelques-uns, il ne pleut plus dans les écoles qui ont été la priorité, il ne pleut plus à Saint-Nicolas, mais il pleut encore donc à l'église du Rosaire, il pleut encore à la mairie, il pleut encore à la Villa Médicis, pour n'en citer que 3. Donc malheureusement, il faut faire des choix, et le clos et le couvert est toujours la priorité, évidemment, puisque c'est le début de gros désagréments par la suite. Voilà, si j'ai pu répondre avec un autre regard que celui de monsieur Mauduit. Oui, je voulais dire un petit mot au sujet. Est-ce qu'il y a eu des travaux sur les vitraux ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des travaux sur les vitraux ? Le grand vitrail de la nef, qui était derrière l'hôtel, avait été refait il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Même pas, même moins. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres travaux faits sur les vitraux ? Oui, les 3 baies hautes du bas-côté sud ont été déposées, reposées, puisque les remplages... faudrait que je retrouve la photo. Je ne sais plus où c'est. Enfin voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, non. Zut, ça avance vite, ça. Voilà, les 3 baies, ou 2 baies, je ne sais même plus déjà. Les 2 grandes baies du bas-côté sud ont eu une très grosse restauration, parce que des points, vous voyez par exemple, les coinçons du centre, étaient cassés. Donc là, il a fallu vraiment enlever les vitraux, retailler les pierres. Alors c'est un bel ouvrage, parce que ce que vous voyez, on croit que c'est très fin, mais en fait, ça a une grande épaisseur. Ça a été, ce que je vous disais, emmené aux ateliers de Isabelle Baudouin, chez elle, à Saint-Maur-des-Fossés, qu'elle a restauré. D'autres sont restés en place, et il y a eu peu de travaux, mais il y a eu des éléments, donc des repiquages qu'on appelle, vous savez, quand on a un petit trou dans un vitrail, on appelle ça un repiquage. Donc on prend un petit verre de la même couleur. Ce sont des vitraux du 19e siècle qui ne sont pas inintéressants en soi, ou peut-être même plus récents, parce que vous voyez, c'est des verres soufflés et des verres matricés. Donc on est peut-être dans des verres de l'époque 1900, 1905, 1910. C'est quasiment Art Nouveau. Et donc ça a été en effet... les plombs ont été repris, tous. Voilà. Donc l'étanchéité est revue, et surtout... Maintenant, les verrières ont été recalées, c'est-à-dire que sous les baies, sous les vitraux, ont été glissées une feuille de plomb repliée qui sert comme s'il y avait une goutte d'eau, justement pour prévoir une future restauration de l'intérieur de l'église, parce que quand vous avez un effet chaud et froid entre l'intérieur et l'extérieur, parce que les vitrails, le verre à vitre, ça fait 2 mm ou 3 mm d'épaisseur, eh bien vous avez une buée qui coule, et si vous avez des badigeons tout neufs dans l'église, vous pouvez être sûr que vous avez les traces de suie, de poussière et tout. Donc tout ça, on reprend d'une façon d'aujourd'hui. Alors on glisse sur la pierre, on lime un peu la pierre pour glisser la feuille de plomb avec 2 petits trous de chaque côté pour permettre d'évacuer totalement cette buée. Donc c'était fait. Pour ces baies-là, bien sûr. Et puis en dessous, donc au niveau rez-de-chaussée, c'est-à-dire pas
pas le vitrail de Notre-Dame des Miracles, mais l'autre d'à côté, et celui qui est au niveau du bas-côté sud, près du petit hôtel de la Vierge, ils ont été nettoyés, revisités. Je crois qu'il y a 2 ou 3 repiquages de verre qui ont été faits dessus, pour être sûr que les oiseaux rentrent pas dedans, dans l'église. Voilà. En gros, comme vous le disiez, les autres vitraux avaient été repris au début du XXIe Oui. siècle. Donc, cela avait été oublié dans la campagne de la mairie entre 2007 et entre 2000 et 2007, pardon. Et Monsieur Mauduit, je me permets d'ajouter que les vitraux qui ne se voient absolument pas et qui sont plutôt du verre blanc du clocher ont aussi été repris et rénovés. Exact. C'est-à-dire que désormais, la totalité, Ils sont même neufs. oui, la totalité des vitraux de l'église Saint-Nicolas ont été refaits au XXIe siècle et ont été restaurés. C'est un oubli de ma part, oui, c'est vrai. Bonsoir. Vous avez dit que vous n'avez pas mis de gouttière à la toiture du clocher. Oui. D'abord, pourquoi ? Et ensuite, l'eau va tomber sur les marches qui se trouvent à la porte. Et donc, il y a des éclaboussures qui vont mettre beaucoup plus d'humidité sur le mur. Il y a des précautions. Où le calcaire résiste bien à l'eau. Enfin, il y a certains calcaires qui résistent mieux que d'autres. Je ne sais pas. Alors, les gouttières, ou je devrais dire les chéneaux du clocher, de la toiture du clocher, n'ont jamais été nettoyés. Il y avait des feuilles de plomb à l'intérieur de ces chéneaux taillés dans la corniche en pierre. Je peux vous dire que les feuilles de plomb étaient toutes brisées. Donc c'est des feuilles de plomb qui dataient des années peut-être 40. Oui, c'est les travaux de 1940, 39-40. Ils n'avaient jamais été visités. Il est impossible d'aller nettoyer ces gouttières parce que vous ne pouvez pas avoir par exemple une nacelle qui se retourne comme ça et comme ça. C'est totalement impossible. Donc cette décision a été prise vraiment avec la présence des élus, avec la présence des services techniques de la ville, de l'architecte des bâtiments de France, n'est-ce pas ? Et de dire, bon, vu la surface du clocher, c'est quand même pas une grande surface de toiture. L'eau, quand il pleut, il pleut. Donc elle part directement à l'extérieur. Évidemment, toutes les toitures en dessous ont été revisitées. Le petit clocheton de la tourelle d'escalier a été complètement les joints ont été entièrement refaits, la pierre a été revisitée. Et le coyot est fait de telle façon, et l'idée de la pente du coyot, en fait, on donne de la vitesse à l'eau. C'est à ça que ça sert le coyot. Hein. C'est pour donner de la vitesse à l'eau et se rejeter plus loin sur le trottoir, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des éclaboussures au pied du clocher, du porche, l'entrée sous le clocher, mais ça vient pas de la toiture, ça vient du pignon. De ce pignon, qui a été ajouté au 19e siècle, un peu mal foutu. On a fait ce qu'on pouvait faire avec des sortes de gargouilles en cuivre pour repousser au mieux l'eau. J'ai vu qu'il y avait des traces vertes qui se prenaient au niveau des jambages du passage. De toute façon, je demanderai à l'entreprise de revenir, peut-être pour écarter un peu plus ces gargouilles, mais ça ne vient pas du haut. Hein, vraiment, je vous le dis. Voilà. Bonsoir. J'aurais voulu savoir pourquoi, en fait, le câble du paratonnerre ne suit pas les arrêtiers, je crois que ça s'appelle les arrêtiers, oui. Sur la tour. C'est une question de fixation. De les mettre le long des arrêtiers, alors beaucoup le font, mais c'est une source d'ennui. En allant tout droit, ça me permettait aussi, puisque maintenant il y a des coyots avec un débord de toiture, de revenir en dessous d'une façon beaucoup plus verticale pour reprendre, pour aller ensuite suivre les murs. Alors qu'il aurait fallu passer, vous savez, avec le grand débord de toiture, revenir en avant, repasser en arrière. Mais aujourd'hui, ça se voit beaucoup parce que c'est tout neuf. Ça va se patiner complètement, patienter encore une demi-année et vous les verrez plus. Voilà. Et pourquoi le coq, en fait, il n'est pas plus haut, en fait, sur justement le paratonnerre ? Alors, c'est une décision qui a été prise au vu de gravures anciennes, de photographies, d'habitude, j'ai envie de dire, où le coq il est mis aux 2/3 et pas tout en point du haut, et on a préféré laisser, voilà, oui, ça fait embrocher. On a préféré laisser la pointe parce que quand même le principe c'est que la foudre qui passe, on n'avait pas envie qu'il nous grille le coq, même si le coq est embroché.
Merci Pierre pour votre exposé historique. Il y a un point sur lequel j'aimerais quand même un petit peu d'éclaircissement, c'est les relations entre l'abbaye et l'église Saint-Nicolas à travers les siècles. Vous y avez fait une brève allusion. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce point? Effectivement, l'abbé de Saint-Maur est curé primitif de la paroisse, donc c'est lui qui détient tous les droits et qui reverse d'ailleurs une partie de la dîme au curé, une petite partie d'ailleurs. Et donc, à ce titre, les usages voulaient que c'était le curé primitif qui faisait les frais de la construction des chœurs des églises et les paroissiens la nef. Le clocher, quand il était entre les deux, il était partagé. C'était du moins la jurisprudence dans les derniers siècles avant la Révolution. Et en revanche, là, c'est dit dans le polyptyque du XIIIe siècle de l'abbaye, c'est l'abbaye qui avait construit la chapelle, donc qui avait construit aussi la nef. Voilà, je réponds à votre question, ou vous voudriez d'autres? Merci pour ces deux passionnants exposés. Et ma question porterait plutôt sur le chœur. Sur le chœur, dont j'ai toujours admiré l'élévation sud et à 3 étages. Et j'ai toujours été intrigué par ce triforium. Ce triforium, qui est visiblement du XIIIe siècle, pourquoi n'a-t-il pas, comme à Saint-Christophe de Créteil ou dans d'autres églises, des colonnettes avec des petits chapiteaux? Et est-ce que vous pensez vraiment que ce triforium, qui aurait un aspect postérieur, plutôt du XVe siècle, est vraiment d'origine, ou bien est-ce qu'il a été refait par la suite? Alors, il a été découvert par Albrizio donc lors des restaurations de l'extrême fin du XIXe siècle. On n'a aucune vue antérieure, donc on n'a que cette indication, et du coup il l'a restauré, mais restauré comment et à partir de quoi? C'est vrai que les maçonneries actuelles portent plutôt les traces d'une restauration assez uniforme, mais on n'a quand même pas l'impression qu'il a été créé de toutes pièces. Hein. Oui, les maçonneries des piles filent bien toute hauteur. Les lits de pierre la pierre est semblable. On peut pas dire, enfin bon, moi je vois pas. C'est vrai que c'est curieux. Hein. C'est vrai que vous avez raison. C'est plutôt un profil fin 15e siècle. Hein. Alors qu'au XIIIe siècle, on faisait pas les triforiums comme ça. Ça, c'est sûr. Mais j'ai pas vu visible de reprise de maçonnerie. Hein. Voilà. Alors peut-être qu'il y avait un profil plutôt rond qui a été retaillé ensuite. Au XVIIIe siècle, c'est pas impossible après tout. Hein. Mais déjà le triforium, en soi, il est curieux. Alors bon, il permet d'avoir un bas-côté, ça permet de couvrir la charpente du bas-côté, mais il va de nulle part à nulle part. Vous voyez, c'est vraiment le triforium aération, comme on pourrait dire, mais c'est pas un triforium tribune. Voilà, il faut être clair. Hein. Il faut passer par le clocher, prendre un petit escalier, c'est compliqué, 2 portes avant d'arriver dans le triforium. Hein, voilà. Alors, l'éclairage, vous savez, de l'église n'est pas tout à fait achevé. Ça doit être achevé à la fin de cette semaine. On m'a dit l'électricien, les luminaires qui manquaient, où il a fallu 3 mois de commande, sont arrivés. Et il y a un éclairage particulier, c'est-à-dire qu'on a mis un éclairage très, très chaud, très jaune, dans le triforium. Et puis l'éclairage en façade, c'est-à-dire à l'intérieur du chœur, sera plutôt plus blanc, tout simplement pour laisser se découper comme une dentelle le triforium, pour que ça soit agréable à l'œil. Voilà. C'est un éclairage architectural, puisque dans le triforium, personne n'ira. Hein? J'ai une petite question au sujet de la porte latérale de l'église, qui est récente. C'est une porte qui n'a pas été récemment entretenue, et j'ai vu déjà que la pluie faisait des dégâts sur cette porte. C'est tout simple, il faudrait mettre un coup de lasure dessus, je pense. La porte latérale, hein, la dernière porte qui a été installée. Porte en bois.
Vous voyez de quoi je parle? Non. La porte qui est sous le clocher, en fait, la grande porte. Ah, la grande porte, bah oui, mais ça ne fait... Elle est récente, mais elle est déjà un petit peu abîmée. Elle est déjà un petit peu abîmée par les intempéries. Oui, mais c'était pas du tout dans le. Oui, c'était pas du tout dans le cahier des charges. Si vous voulez. Déjà, je vais même vous dire en toute vérité, la partie basse du clocher n'était pas dans le cahier des charges du chantier de restauration. Enfin, là, mais dommage, quand vous savez, au fur et à mesure qu'on avance, on démonte les échafaudages. L'effet était tellement contraste entre cette partie basse et la partie haute que, y compris les entrepreneurs, tout le monde s'est dit ça peut pas rester comme ça. Donc on a repris les maçonneries jusqu'en bas. Hein. Mais la porte n'était pas du tout. Et alors en plus, si vous voulez, on se gratte la tête parce que, si vous voulez, cette porte qui serait plutôt peut-être art déco, plutôt 1920-1930, un peu béton d'avant-guerre, elle accompagne plutôt l'architecture du faux fronton d'entrée sous le clocher, qui n'est pas du tout du XIIIe siècle, ni du XIIe siècle. Alors, voilà, donc on s'est dit que la logique serait, par exemple, de la repeindre dans un ton faux bois, comme il y avait, c'est-à-dire un ton, vous savez, c'était la mode à l'époque art déco, c'est-à-dire que le bois n'était pas vu apparent, mais on faisait une peinture faux bois, comme vous avez toutes les portes d'immeubles hein, que vous connaissez de type genre, haussmannien, voilà. Ça serait plus la logique. Alors que pour le porche, l'entrée façade ouest, l'entrée principale, on a repris une teinte qui est une teinte néo-renaissance, si vous préférez, ou néo-18e siècle. Quoi. Voilà. J'ai pas une question maintenant, c'est un remerciement. Ah oui. J'étais très inquiet au sujet du chauffage, car finalement, c'est la paroisse qui paie la consommation de gaz. J'ai été vraiment épaté, franchement épaté, d'un essai qui a été fait par un ingénieur. Oui, et en 20 minutes, il y avait 19 degrés dans toute l'église. C'est vraiment remarquable. Donc je rassure les paroissiens et j'ai été aussi rassuré par l'isolation que vous avez faite, qui devrait limiter évidemment la consommation du chauffage. Par les temps qui courent, je crois que c'est très important. Bah, écoutez, merci pour lui. Il s'appelle Rémi Gouliou. C'est quatrième génération d'ingénieurs chauffage d'église. Comme il dit toujours avec le sourire, il ne sait que chauffer les églises. Mais en fait, son arrière-grand-père est un peu presque l'inventeur de ces calorifères qu'il y avait dans les grandes églises. Et si vous voyez son CV, vous voyez toute la France où il a travaillé. Le principe, c'est que c'est de l'air chaud qui est donc soufflé. L'air chaud monte jusqu'au niveau des voûtes. Et comme quand l'air chaud est arrivé en haut, il se refroidit, il retombe. Et il est réavalé presque au même endroit, c'est-à-dire que c'est aussi un recyclage. C'est-à-dire que c'est prévu pour économie d'énergie. Les fouilles archéologiques ont été enclenchées parce que dans cette église Saint-Nicolas, dans le cahier des charges, il y a aussi des concerts de temps en temps, des concerts d'orgue, au-delà des messes, bien sûr. Donc l'idée n'était pas d'avoir du bruit, des souffleries et puis des vibrations pendant le temps de chauffage. Donc ont été enfoncés dans le sol des brise-sons. C'est un ouvrage d'art presque de ponts et chaussées qui a été réalisé en béton, hein, en parpaing. Ça passe sous les murs de l'église avec des abassons qui vont avaler le bruit dessous. Donc l'air chaud va passer et en même temps ça passe dans ces abassons pour être ressoufflé dans l'église. Le but, et bien sûr, c'est d'être très économique au point de vue énergie. On en est bien d'accord. C'est aussi ça, et que ça soit, que ça soit efficace. Donc, comme je vous avais expliqué, la charpente, avant, vous aviez une voûte en briques et plâtre. Bon, on pouvait dire que la chaleur était contenue. Mais maintenant, on est directement sur charpente. Donc on sait que la partie du vide est en soi une isolation. Quand on a un comble vide, c'est une bonne isolation de toiture. Mais les joues, les côtés n'étaient pas isolés. Il a fallu quand même les prendre en compte et les isoler, ça va de soi. J'ai oublié de parler d'où c'est, que l'autre bonne surprise de cette église, c'est que maintenant, vous avez un éclairage naturel ouest au-dessus de l'orgue, cet oculus qui amène une lumière complète, et c'est quand même, bon, alors moi évidemment je le connais bien maintenant, c'est quand même agréable à l'œil, alors qu'avant c'était un immense trou noir. Hein? Voilà. Alors bonsoir, je voulais moi aussi dire merci. Les remerciements de M. Martin n'étaient pas moins officiels, mais là vous avez les remerciements du curé actuel.
de Merci, la mon père. paroisse. Et donc, pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait avec talent, avec passion, tout ce qui a été investi comme, argent, il faut parler de ça aussi. Et puis, l'agrément que nous allons avoir bientôt pour célébrer dans cette église, et puisque nous sommes déterminés à y retourner le 5 février, nous sommes en train de nettoyer tous les week-ends, on s'y retrouve, on s'est inscrit, on a déjà commencé. Donc merci pour tout ça et nous serons heureux de vous y accueillir. Nous, on célèbre les portes ouvertes, donc tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir quand il veut. Ceci dit, je voulais demander à Pierre si, comme l'église a été restaurée et vraiment en grande partie qu'elle est belle, que tout le monde le dit, est-ce que vous pensez refaire des prospectus pour que nous puissions les donner, les présenter à des personnes qui voudront visiter, puisqu'avec le retour des célébrations dans l'église, nous allons la garder ouverte désormais à partir du 5 février. Alors, on a déjà d'une part un petit guide de visite qu'on pourra peut-être remettre à jour, mais aussi la ville, en la personne d'Aurélien Prévost, d'ailleurs, nous a demandé d'envisager une plaquette sur l'église assez complète, qui serait peut-être pas donnée mais vendue. Est-ce qu'il faut aussi faire un dépliant qui renouvellerait les dépliants antérieurs? Il faut voir, mais il y a effectivement plusieurs possibilités. Mais alors justement, d'ailleurs, j'ai remarqué en préparant la conférence de ce soir que nous n'avions plus aucune publication sur l'Église. Tous les bulletins qui contenaient des articles sur l'Église sont complètement épuisés. Donc il y a un véritable besoin et effectivement, il faut qu'on s'y attaque et qu'on finalise cette année. Vous nous avez parlé tout à l'heure des manifestations culturelles, en particulier avec musique. Oui. L'acoustique de ces églises n'est pas toujours excellente. Par contre, il y a la possibilité de mettre des boucles pour les malentendants. Est-ce que c'est prévu? Ça, c'est de l'intérieur. Je veux bien répondre. Alors, concernant les concerts, l'acoustique de l'église Saint-Nicolas, nous n'avons jamais eu de retour comme quoi elle était mauvaise, puisque des concerts y sont régulièrement organisés et continuent à y être et rencontrent un franc succès. Donc je pense que si l'acoustique y était mauvaise, il n'y aurait plus de concerts. Bon. Concernant la boucle électromagnétique, ça ne relève pas a priori de la ville qui utilise finalement le bâtiment relativement peu, mais ça relève plutôt de l'affectataire qui est la paroisse et qui peut tout à fait en installer une, comme ça a été réalisé dans d'autres églises de la ville par la paroisse. Donc là, je pense que certains représentants de la paroisse Saint-Nicolas sont ici, ils ont entendu votre demande, et donc ils me disent d'ailleurs qu'elle existe. Donc voilà. Des fois ça marche. De 2 ans de travaux, effectivement, l'orgue n'est plus en état de fonctionner, d'après ce que je sais. C'est des histoires que j'entends d'église en église. C'est vraiment... Alors, concernant l'orgue, il a été... ce qui a été fait, donc je ne sais pas quel est son état actuel, là je ne peux pas vous répondre, et je ne sais pas si M. Mauduit pourra répondre sur l'état actuel de l'orgue. Toujours est-il que durant les 2 ans de travaux, l'orgue a été mis sous un caisson, avec une ventilation forcée, donc une VMC, pour éviter que la poussière ne rentre à l'intérieur de l'orgue. Le caisson était étanche, et donc il a été extrêmement protégé durant les travaux, et donc ça me paraîtrait extrêmement étonnant qu'il ne soit plus en état de fonctionner aujourd'hui au vu des précautions qui ont été prises durant tous les travaux. Maintenant, Monsieur Mauduit, qui a assisté au démontage du caisson et à la réception de l'orgue après les travaux, pourra vous nous en dire plus.
Merci. Bon. C'est un grand classique. Alors, j'ai resterai entre 10 et 20 églises. Il faut que je recompte, je crois, 13 ou 14 églises. Donc, c'est un sujet récurrent qui arrive toujours en fin d'église. C'est pour ça qu'au moment de commencer les travaux dans une église, je demande au facteur d'orgue titulaire ou à l'organiste titulaire d'être présent et d'établir le constat d'état avant travaux et avant qu'on ferme l'orgue. Le facteur d'orgue a purement et simplement refusé d'être présent, donc j'ai fait le boulot moi-même. On a fait fermer complètement cet orgue. Alors le principe, c'est une ossature bois, des grands contreplaqués, une bâche pour étancher les angles, et puis à l'intérieur, on met une petite VMC qui prend de l'extérieur de l'air et qui ressouffle en permanence pour s'il y avait de la poussière qui rentrait à l'intérieur. Une fois la voûte en bois terminée et les peintures terminées au moment du démontage des échafaudages, l'ensemble a été déposé et remonté. Alors d'entendre que l'orgue ne marche pas, bon, moi ça me fait absolument rien parce que j'ai eu la même histoire à Chennevières-sur-Marne, à Clamart, à Pantin, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et là on me fait le même coup à Fontenay-sous-Bois. Donc voilà. Non mais c'est tout. Bien, donc je vous remercie d'être venus extrêmement nombreux pour cette première conférence des Mardis de l'Histoire 2023. Je pense qu'on peut réapplaudir effectivement les deux intervenants. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023, pleine de patrimoine, puisque nous nous retrouverons ici même dans 2 mois, donc au mois de mars, pour la prochaine conférence qui fait suite à la très belle exposition qui avait été organisée à la Villa Médicis l'année dernière, Saint-Maur, Ville Jardin. Et d'ici là, si vous le souhaitez, vous avez quelques lectures complémentaires et quelques petits prospectus qui vous attendent à l'entrée. Je vous souhaite une excellente soirée et donc à très bientôt.